Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Lorraine sur le site de Metz et j'interviewe aujourd'hui Jean-Luc Verstenschlag, à qui je donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter, Jean-Luc? Oui. Bonjour Evelyne, merci de me recevoir. Je suis donc Jean-Luc Vertenschlag. J'étais présent le 13 novembre 2015 lors des attentats qui ont touché Paris et Saint-Denis, et j'habite au-dessus de la terrasse du restaurant La Belle Équipe, sur lequel je suis intervenu pour porter secours aux victimes. Est-ce que tu peux nous replonger dans l'atmosphère de cette journée du 13 novembre? Effectivement, c'est le début de soirée, il est voilà, 21h, 21h30. Ma femme est infirmière de nuit, elle est partie travailler, et moi je suis avec ma fille, et on commence, comme souvent le vendredi soir, à regarder NCIS, donc dans le salon. Et puis, assez rapidement, des bruits, une pétarade se déclenche dans la rue. Euh, le cerveau, tout de suite, il ne peut pas imaginer quoi que ce soit d'autre que des pétards. Donc, c'est la première pensée. Et puis, assez vite, comme j'ai fait mon service militaire, je reconnais des tirs d'armes automatiques en bas de chez moi, dans Paris. Donc là, je dis à ma fille, on se sauve de là, on se met à l'abri et on part à l'autre bout de l'appartement. Euh, mais puis on essaye d'appeler les secours. Mais en fait, j'ai une espèce de curiosité. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe en bas de chez moi. Et donc, assez prudemment, je vais me rapprocher de la terrasse, pas de la terrasse, de la baie vitrée qui donne sur le carrefour. Et je vois en face de moi d'abord deux, puis trois tireurs en train d'envoyer des rafales sur le restaurant situé au pied de mon immeuble. C'est un moment incroyable. On ne peut pas imaginer de voir quelque chose comme ça. Moi, ça fait plus de 50 ans que j'habite dans Paris. Enfin, j'ai jamais assisté à un événement pareil. Et voilà, j'ai en face de moi un, un tireur que je vois vraiment qui est juste en face, à une dizaine de mètres de moi, qui s'avérera être Brahim Abdeslam. Euh, Lui tire en permanence sur la terrasse. Il y a un autre tireur qui est plus sur ma droite, que je vois à peine parce qu'il est juste à la limite de mon champ de vision, qui tire sur les voitures qui sont en train d'arriver. Et en fait, en analysant par la suite ce que j'ai vu, je me rends compte qu'il est exactement en train de faire la même chose que ce qu'on a vu à la tête de Charlie au début de l'année 2015. Donc, euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'en tirant sur les voitures avec leurs armes lourdes, même les voitures de police, ils les font reculer. Et donc, il y a ce comportement-là, de ce tireur-là, qui est accru, qui tire sur les véhicules. Et en fait, à un moment, j'aperçois, mais assez brièvement, un troisième tireur plus proche de moi, qui va lui monter sur la terrasse, donc sortir de mon champ de vision. Et lui, je l'entends, c'est du coup par coup. Et il va ressortir sur le côté gauche, devant, passer devant Abdeslam, pour ensuite se diriger vers la voiture pour remonter dans la Seat Leon noire. Et au moment où il passe là, il y a un changement, le feu tricolore qui est en face passe du rouge au vert et en fait éclaire une boutique d'un coiffeur. Et je vois le coiffeur qui est tétanisé devant sa vitrine et là, Abaoud, froidement, lui envoie une rafale. Il y a quatre balles qui vont traverser la vitrine. Heureusement, il ne le touche pas. Mais voilà, pour dire dès que ça bougeait, il tirait. C'était du tir au pigeon. Et en fait, pendant ce moment-là, j'ai mon téléphone à la main et j'essaie d'appeler les secours, j'essaie d'appeler la police, que je n'arrive pas à avoir. Et rapidement, enfin, je me rends compte que j'ai mon téléphone. Et je décide de faire quatre photos de ces terroristes qui sont en face de moi en train de tirer. Et je pense à couper mon flash parce que j'ai pas envie de me faire tirer dessus. Et je fais quatre photos, dont seulement deux pourront être exploitées et ont été remises aux autorités, aux forces de l'ordre. Je vois ensuite les trois terroristes remonter dans la voiture. La Seat Noire Léon reprend la rue de Charonne en direction de la porte de Bagnolet et on sait qu'ils abandonneront leur véhicule plus loin. Euh, Après que Brahim Abdeslam se soit fait exploser dans un restaurant à peu près 600-700 mètres d'ici.
À ce moment-là, je dis à ma fille que bah voilà, je suis secouriste, donc je sais qu'il y a des blessés en bas de chez moi. Donc je prends ma trousse de premier secours et je décide de descendre. Voilà. Après, la suite, bah, euh, Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu vois? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour et, toi? et ce qui est assez impressionnant, c'est au moment où je décide de sortir de l'immeuble, au moment où on ouvre la porte, il y a enfin, moi ce que je qualifie vraiment le site de silence de mort. C'est-à-dire qu'il y a en même temps du bruit et du silence. Il y a une espèce d'assourdissement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que enfin, je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Et je me demande si, en fait, quelque part, le cerveau ne commence pas à filtrer les choses et à abaisser la sensibilité, entre autres de l'audition. Parce qu'après, j'ai eu ce qu'on appelle l'effet tunnel. Je vais contourner pour partir sur la gauche, passer devant la pharmacie, le restaurant japonais et arriver sur la terrasse. Là, il y a déjà quelques personnes qui sont déjà en train de porter secours. Je reconnais deux commerçants du quartier qui sont déjà là en train d'essayer de faire quelque chose. Euh, et puis moi, donc j'avance sur le côté gauche de la terrasse, le plus proche de moi. Euh, Premier corps devant moi, la personne est morte, j'ai rien à faire. Je passe au-dessus, je continue. Et là, je vois une jeune femme sur le côté gauche qui a une plaie à la cuisse avec un saignement par jet. Donc là, je sais que c'est une plaie artérielle et qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ouvre ma sacoche. C'est une sacoche de premier secours qui n'est pas du tout adaptée à ce genre de blessure. J'ai dedans des compresses, donc je prends le paquet de compresses, je mets les compresses sur la plaie, je demande à la jeune femme, puisque je vois que c'est une jeune femme à ce moment-là, d'appuyer dessus. Elle me répond qu'elle ne peut pas, puisqu'elle a une autre balle dans le bras. Et donc là, c'est le moment où les choses se resserrent. C'est-à-dire que de ce moment-là, je vais arracher ma ceinture, je fais 2 tours autour de la cuisse, je serre, j'arrête le saignement, mais de ce moment-là, je ne vois plus que ce qu'il y a en face de moi. Je ne vois plus rien en périphérie. D'ailleurs, je n'ai vu que la plaie. Je sais que c'est une jeune femme à la voix. J'avais aperçu sa silhouette, mais je n'ai pas vu son visage et j'étais absolument incapable de la reconnaître. Euh, donc, j'arrête cette hémorragie. Je me tourne sur la droite. J'ai une autre victime qui a une plaie abdominale. Le ventre est ouvert. Ça bouillonne encore, donc je sais qu'il y a encore du sang qui arrive. Le cœur bat encore. J'ai plus rien. J'enlève mon t-shirt, je bourre le t-shirt dans la plaie, j'appuie, et là, j'ai un blackout. Je sais que de ce moment-là jusqu'à l'arrivée des secours, j'ai un blackout, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. La jeune femme que j'ai revue par la suite, parce qu'il il y a eu un miracle qui fait que j'ai pu la rencontrer, et qu'elle est toujours en vie, surtout. Euh, Elle dit que je lui ai parlé, que je l'ai soutenue, je m'en souviens pas. Je Mhm. ne me réveille, entre guillemets, qu'au moment de l'arrivée des secours, des pompiers, 27 minutes plus tard. Donc, tu as fait ce qu'on appelle une amnésie traumatique, donc pas de Et tout l'événement, mais voilà. voilà, il y a Ouais. un trou, tu étais dissocié, hein, et donc Ouais. effectivement, tu as agi en pilote automatique. Visiblement, hein, puisque tu as eu ces retours, tu as été tout à fait adéquat, mais sans en fait en avoir la conscience plus tard. Non, en fait, c'est parce que j'ai donné des interviews et qu'à un moment, mon nom est apparu dans le bandeau, que la sœur de cette jeune femme a entendu mon témoignage. Ça a fait le lien avec ce que sa sœur lui avait raconté et qu'elle m'a téléphoné. Et là, c'est ce que j'appelle le miracle, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as un coup de fil avec quelqu'un qui t'apprend que la personne que tu as traitée ce soir-là, à qui tu as donné des soins, bah, elle est toujours en vie. Et ça, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais pu vivre et dans ma carrière hospitalière et dans mes actions de secouriste. Euh, savoir qu'on a empêché une personne victime d'attentat de mourir, ça n'a rien à voir avec euh, faire un massage cardiaque, euh, avec, entre guillemets, presque le quotidien d'un secouriste. C'est totalement hors norme un attentat. Mhm. Euh, c'est ce que j'ai lu sur l'article que tu avais publié. Euh, En fait, comme on est confronté à,
à une horreur volontaire, à quelque chose de volontairement fait avec une intention réelle de détruire et de nuire, en fait, se rendre compte qu'on est capable de s'y opposer par les gestes de premier secours, ça a une force hallucinante. Enfin, ça me porte toujours. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les jours qui ont suivi? Parce que je sais, puisque nous en avons parlé, qu'en fait, tu as commencé à souffrir réellement de traumatisme bien plus tard, Oui. hein, de symptômes en tout cas traumatiques. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à l'arrivée des secours et puis dans les jours qui ont suivi? Alors, il y a pas mal de choses étranges. La première, c'est que j'ai des gros problèmes de dos qui font que j'ai dû abandonner mon métier de kiné à une période pour être dans la prévention. Et j'ai des hernies discales à tous les étages, donc des névralgies, des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai décidé de descendre, je peux dire que j'ai pratiquement volé, vraiment dans le sens du terme, j'ai volé au secours des gens. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus de douleur. L'escalier, je l'ai descendu comme si de rien n'était. Et cette analgésie, elle m'a duré une quinzaine de jours. Pendant pratiquement 15 jours, je n'avais plus aucune douleur. Plus rien. C'est aussi une forme de dissociation, hein. Tu t'es Ouais, finalement dissocié de tes sensations corporelles. Donc, effectivement, il y a plusieurs complètement. signes de dissociation à ces moments-là. Et bon, j'étais conscient que ça ne durerait pas, cet état de grâce, en fait, parce que euh, c'était pas possible. Enfin, mes problèmes physiques n'avaient pas disparu. C'est uniquement la perception que j'en avais qui n'apparaissait plus. Et puis, le fait d'avoir été actif, d'avoir pu faire quelque chose, je pense que je n'ai pas, comme beaucoup de gens, eu de sentiment de culpabilité. J'ai fait tout ce que je pouvais et tout ce que je savais faire. Et en plus, j'apprends que j'ai sauvé une vie. Donc, moi, j'ai pas eu de sensation voilà, négative. J'étais bien. Ma fille, par contre, j'ai oublié d'en parler. Quand je descends, j'ai laissé ma fille de 15 ans seule dans l'appartement. Et elle a eu extrêmement peur pour moi. Je sais qu'elle a rampé jusqu'à la fenêtre pour essayer de m'apercevoir. Heureusement, elle ne voyait pas directement la terrasse, mais elle a vu quand même le brouhaha. Elle a entendu, on est dans Paris, il y a des cours, donc les cris résonnaient, les tirs résonnaient, les odeurs de poudre étaient là. Euh, et en fait, tout ça, elle l'a vraiment énormément traumatisée, à tel point qu'elle n'a pas pu poursuivre les études de souffleuse de verre qu'elle suivait à ce moment-là. Euh, et donc, avec ma famille, on lui paye des séances depuis bientôt 7 ans maintenant, voilà, des séances qui ne sont pas prises en charge. Bon, ça, c'est. Voilà. Et donc, moi, de mon côté, j'étais pas du tout dans cette sensation-là. Euh, Par contre, la difficulté que j'avais, c'était de ne pas pouvoir en parler complètement, entre autres à ma femme. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter comme ça à n'importe qui. Et donc, la seule chose qui est négative, c'est que je ne pouvais parler de ça qu'avec des professionnels. Et encore, ce n'est pas toujours évident. Et par la suite, quand j'ai rencontré les associations de victimes, parce que euh, entre nous, on avait vécu la même chose et on savait qu'on pouvait tout se dire puisqu'on avait vu la même chose. C'était plus facile. Et ça a été, je pense que les associations de victimes, entre autres de victimes directes, c'est un apport incroyable justement pour pouvoir échanger. Oui, tu relèves quelque chose de très important, hein. C'est en fait cette solitude qu'on peut éprouver en tant que victime, non pas parce qu'on n'a pas de réseau social ou de réseau familial, mais parce qu'en fait on s'interdit soi-même, on se censure parce qu'on sait que ce qu'on pourrait dire pourrait traumatiser les autres, hein. Tout à Et fait. là, on en serait dans effectivement une traumatisation vicariante, hein. C'est le fait que d'autres personnes, en entendant notre récit, même s'ils ne l'ont pas vécu, ben, pourraient effectivement avoir des signes qui ressemblent à un trauma chez une personne directe. Alors, ta fille, c'est un petit peu différent puisqu'elle était présente et même si elle n'a pas tout vu, elle a vu des choses, elle a entendu des choses. Donc,
de mon point de vue, elle est une victime directe, hein, puisque si on prend les nosographies internationales, c'est-à-dire les manuels qui regroupent toutes les pathologies mentales, comme le DSM-5 ou la CIM-11, eh bien, ça répond aux critères de victime primaire, c'est d'avoir été témoin, hein, donc d'avoir en fait senti avec ses sens, d'avoir éprouvé avec ses sens, que ce soit la vision, l'audition, l'odorat. Quelque part, elle était présente dans le chaos, même s'il y avait effectivement un mur entre elle et le chaos. Pour toi également, hein, même si on en parlera d'ailleurs, tu n'as pas été reconnue comme une victime directe, mais tu es une victime directe d'un point de vue des nosographies internationales, puisque tu as vu les terroristes, tu les as vus tirer et tu as même pris des photos. Alors, ta femme, je Ouais. pense qu'elle n'était pas présente, donc là, c'est différent. Mais effectivement, par exemple, si on prend le cas de ta femme, si tu lui avais parlé, si tu lui avais raconté, elle se serait fait des images de ce que tu Oui. racontes. Et ces images, ce sont des images, moi je dis actives, parce que ce pas des images banales. Si tu lui Ouais. parles que tu as été faire les courses, bien sûr, elle va s'en refaire une représentation mentale, mais il n'y aura pas d'émotions qui vont être attachées à ces images. Tandis que si tu lui racontes ce que tu as vécu, elle va se faire une représentation visuelle de ce que tu as vécu, mais elle va aussi y associer toutes les émotions. Et tout ça va se mettre dans sa mémoire et peut agir effectivement comme une sorte de souvenir qui peut créer des traumatismes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis, même aux professionnels, tu dis, on peut en parler et encore. C'est que tu as aussi le sentiment que même par rapport aux professionnels, on peut quelque part s'auto-censurer. Oui, oui, parce que, entre autres, il y a une image dont je n'ai parlé que au cours du travail que je suis en train de faire, du travail de littérothérapie avec Judith Lossman. En écrivant d'une façon thérapeutique, guidée, à un moment, j'ai réussi à ramener une image. Euh, je pense que je peux en parler là, mais je vais pas faire de description complète. Euh, En remontant de la terrasse, puisque une fois que les secours sont arrivés, je passe la main. Et puis surtout, j'étais torse nu, j'avais plus, voilà, et j'avais qu'une envie, c'était de retourner voir ma fille pour la rassurer. Avant de rentrer dans l'appartement, j'ai quand même pensé à retirer mes chaussures. Et sous mes chaussures, voilà, ce qu'il y avait sous mes chaussures n'était pas descriptible jusqu'au moment où j'ai réussi à l'écrire. Et il a fallu que je me débarrasse de ça dans la douche pour tout évacuer jusqu'à ce que les derniers éléments que je retirais de sous mes chaussures aient disparu par l'évacuation de la douche. Je n'ai pas pu aller directement voir ma fille. Il fallait que je me débarrasse de ça. Euh, et donc, c'était pas possible de décrire ce dans quoi j'avais marché ce soir-là. Oui. Et quand tout à l'heure tu parlais de tous les sens qui ont été impactés dans en fait, à part le goût, tous mes autres sens ont été impactés. Parce que en plus de la vue, de l'audition, de l'odorat, moi j'ai mis les mains dedans, les mains et les pieds. Mais donc j'ai touché tout ce qu'un corps peut contenir. Et je le remontais chez moi sous mes chaussures. Oui, et tu abordes quelque Voilà. chose aussi d'important à travers ce témoignage, hein. C'est effectivement que tous les sens sont mis en éveil et je suppose que tu vas en parler tout à l'heure, c'est les symptômes de trauma qui ont aussi à voir avec, hein, toute cette sensorialité vécue Ouais. à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est vrai que enfin, c'est un peu, c'est l'interprétation que je m'en fais. Effectivement, déjà cet effet tunnel que l'on a avec la vision qui se resserre, qui fait que on ne perçoit plus que ce qui est important, mais par contre, en vrai, la vision périphérique continue à fonctionner et toutes les images doivent rentrer quand même, même si on n'en tient pas compte. Et ensuite, elles vont à un moment avec un stimulus se réveiller. C'est ce qui m'est arrivé au bout d'un an, euh, tout simplement en coupant de la viande.
On va y revenir, mais ce que je voulais Oui, souligner aussi, c'est que certains thérapeutes, certains psychologues, certains psychotraumatologues disent que lorsqu'on intervient, on est actif et qu'on a moins de risques d'être traumatisé. Or, j'ai toujours défendu l'inverse parce que justement aussi en agissant, on se met au plus près des images traumatiques. Tu avais déjà vu des choses depuis ton appartement hein, qui étaient potentiellement traumatisantes, mais en y allant et en y allant de plus près, même si tu as sauvé des vies et même si tu peux être très heureux de cela, tu as été au plus près au niveau sensoriel, encore plus près en aidant. Hein. Donc ça, je trouve que c'est important de souligner, c'est que oui. ce n'est pas parce qu'on est actif, ce n'est pas parce qu'on agit adéquatement et même qu'on sauve des vies dans un trauma qu'on est pour autant épargné de l'impact traumatique comme certains le soutiennent. Et, et c'est ce que j'avais apprécié en découvrant ton article, en disant, bah voilà, il y a quelqu'un qui a compris ce qu'on a vécu ce soir-là. C'est vrai que voilà, et c'est d'ailleurs dans ton texte que je lis pour la première fois le terme d'aidant de première ligne et que je me suis approprié euh, pour définir euh, enfin, qui nous étions, quelles sont ces personnes, ces civils, ces non-professionnels qui, qui sont là avant les secours professionnels. Oui, donc l'article dont tu parles, c'est un article que j'ai écrit dans les suites des attentats Oui, sur les personnels professionnels de exact. secours qui sont intervenus juste après les attentats. Et donc, je parle de personnel effectivement de première et de deuxième ligne. Et c'est de cet article dont tu parles. Oui, Et ce qui tout est à fait. intéressant, c'est que tu as, toi, euh, suite à cet article, utilisé le terme d'aidant de première ligne et que ce terme a été repris maintenant par le président Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. C'est ça a été une de mes batailles parce qu'en fait, en France, alors je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique ou dans d'autres pays, mais en tout cas, je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout le cas. En France, les primo-intervenants, ce ne sont que les secours professionnels, SAMU ou pompiers. Les civils, on n'existe pas, on n'apparaît pas dans les textes, dans les documents. Et pourtant, on le voit même maintenant avec les applications, les pompiers ou le SAMU nous demandent d'intervenir avant leur arrivée sur les arrêts cardiaques. Donc ça veut bien dire que les civils, les citoyens, ont leur place en première ligne dans les premiers secours. Et donc la première ligne, ce sont les civils, c'est pas les professionnels. Donc c'est vrai que ce terme-là reprend la traduction de first liner dans la littérature anglo-saxonne. Et les first liner et les first helpers, c'est pas les mêmes choses. Et donc moi j'ai trouvé que cette dénomination correspondait parfaitement à ce que j'avais vécu. Et donc j'ai porté cette appellation auprès d'Elisabeth Pelsey, qui était la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes. Et elle a réussi à faire que cette appellation soit utilisée dans un texte officiel d'Emmanuel Macron pour la première journée d'hommage aux victimes du terrorisme en mars 2020. Donc il a fallu quand même 5 ans hein, pour que déjà qu'on ait un nom. Après, les autres reconnaissances, elles sont plus compliquées encore à obtenir, mais un statut d'impacté, parce que c'est vrai qu'en France, le statut de victime est très cadré, surtout pour le fonds de garantie. Mais en vrai, il devrait y avoir une petite place supplémentaire parce que effectivement, on est au plus près des personnes encore vivantes suite à un attentat. Oui, et pas seulement d'ailleurs que les attentats, ce que tu soulèves est très très Oui, vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un tombe, fait un arrêt cardiaque, même si on n'a pas on n'est pas outillé dans la mesure où on n'a même parfois pas les connaissances des premiers secours, on va intervenir. On voit quelqu'un tomber dans la rue, on intervient, la personne peut mourir dans tes bras. Tu lui as apporté quelque chose, tu as été aidante éventuellement, ne serait-ce que par des paroles rassurantes, en disant qu'on appelle les secours, voilà. Hein. Et donc, ces personnes qui ont encore moins d'outils que les secours professionnels risquent aussi d'être encore plus impactées, même bien sûr
dans des situations qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, qui sont Oui, plus des tout à fait. situations du quotidien. Donc, je pense que c'est très important d'avoir cette reconnaissance des dents de première ligne, bien sûr pour des événements très traumatiques comme les attentats, mais d'une façon générale pour les personnes qui vont être impactées d'avoir porté secours sans en avoir les connaissances professionnelles et les outils. Oui, il y a un paradoxe d'ailleurs, c'est quand on est appelé par les applications, donc je ne sais pas si vous avez les mêmes, mais on a deux applications en France puisque les pompiers et le SAMU n'ont pas réussi à se mettre d'accord et donc chacun a fait son application. Donc on a Staying Alive pour les pompiers et Save Life pour le SAMU. Donc ce sont deux applications qui vont, quand on est enregistré dessus, nous appeler pour nous demander d'intervenir avant l'arrivée des secours. Donc moi, voilà, ça fait déjà depuis le début de l'année, c'est la troisième fois que j'interviens. J'ai un défibrillateur, donc je vais avec mon défibrillateur. Mais enfin, ce que tu dis, la personne qui va essayer de faire quelque chose, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les outils, va vivre en plus, si la personne décède, une frustration, une culpabilité de ne pas avoir réussi à faire ce qu'il fallait ou assez ou tout ce qu'on peut imaginer quand on est confronté à un échec pareil. Et c'est là où, en fin de compte, bah, on est laissé tout seul aussi. Bah, tant pis, voilà. Et d'ailleurs, en France, c'est dans la loi maintenant, on est citoyen sauveteur si on a été appelé par les secours. Voilà. Donc, en fin de compte, ils savent reconnaître la capacité d'intervention des civils en amont si c'est eux qui les appellent. Mais Mhm. quand on intervient de nous-mêmes, il n'y a rien. Il y a encore des choses qui Et doivent effectivement, changer. bah, ça fait partie du combat que je mène. C'est pour ça que j'écris ce livre aussi qui s'appellera Impacté, puisque je n'ai pas trouvé d'autres termes qui correspondent autant à la sensation que j'ai eue. Et effectivement, même si on n'a pas été visé directement, touché directement, on a été impacté par les faits et d'une force que les gens n'imaginent même pas. Et à un moment, on le paye. Eh bien, le premier moment hein, où tu le payes, c'est quand la symptomatologie traumatique va flamber. C'est combien de mois après et raconte-nous dans quelles circonstances. Donc, après l'événement, bien, tu vis plus ou moins normalement. Oui, plus ou moins. Enfin, on ne peut pas vivre un événement pareil sans que les choses aient changé. Déjà, le quartier a changé. Dans les jours qui ont suivi, on vivait plus au même endroit. Le carrefour, le trottoir en bas de ma maison était recouvert de fleurs. Mais voilà. Euh, Jour et nuit, il y avait des gens qui venaient apporter des fleurs, des bougies, à tel point qu'à un moment, on était obligé de baisser les rideaux parce que ça devenait invasif. Il y avait tout le temps des flots de gens qui venaient, qui venaient. Donc, en fait, déjà, pendant plusieurs semaines, le quartier était totalement différent. Donc, déjà, ça, on n'oublie pas. Et puis ensuite, il y a eu, je pense que c'est un événement qui est important, mais qui m'a quand même fait quelque chose. C'est la première commémoration et la pose de cette plaque en face de mon immeuble. En fait, c'est une plaque que je vois tous les jours quand je sors de chez moi. Elle est en face de moi. J'ouvre la porte de l'immeuble, elle est sur l'immeuble en face de l'autre côté de la rue, avec des fleurs, donc déjà j'ai un rappel permanent. Quand je rentre chez moi et que je passe devant, bah, je passe devant. Et depuis longtemps maintenant, je ne peux pas faire autrement que de toucher cette plaque. Quand je passe devant, c'est une espèce de retour à la réalité. C'était un geste que j'avais plutôt de l'autre côté. En fait, quand je passais devant la terrasse de la Belle Équipe, de toucher la paroi contre laquelle j'avais traité cette jeune femme. Voilà, j'avais besoin d'un ancrage physique, mais qui complétait en plus mes photos. Donc oui, c'est vrai, j'ai vraiment vécu ce truc-là. C'est qu'en fait, il y a des moments, c'est tellement incroyable qu'on va effectivement peut-être plus y croire. Et d'ailleurs, les gens nous disent, mais tu peux pas passer à autre chose? Non, en vrai, non. Et donc, après ces premières commémorations, il y a eu C'était combien de temps après les attentats?
un an. Mhm. Ouais, c'est pas oui, les commémorations ont eu lieu en novembre 2016. En plus, il y avait eu l'attentat de Nice, qui est venu encore rajouter quelque chose, parce que voilà, ça nous a, alors que justement, on avait émis des retours d'expérience, on avait donné des consignes, on avait essayé d'expliquer ce que nous, on avait vécu et qu'on ne voudrait pas voir revivre à d'autres personnes. L'attentat de Nice est venu nous confirmer que ça pouvait recommencer. Et donc, j'ai plus de notion de temps entre le moment des commémorations et le moment où cette soirée avec ce gigot que ma femme me demande de couper. Et voilà, je vais dans la cuisine, je prends le gigot, je tiens l'os, je commence à couper. Le, le morceau de viande se détache et là, il y a une goutte de sang qui perle. Et là, c'est fini. Euh, je sens que je peux plus bouger. J'ai le couteau à la main, je peux pas le lâcher. Je suis obligé d'appeler ma femme pour lui demander de venir me retirer le couteau des mains, que je vais tomber. Je sens que je vais m'évanouir. Euh, et là, les images, le flot d'images qui réapparaît, la vision de la terrasse, les odeurs, euh, toutes les sensations qui sont présentes, avec effectivement des retours la nuit, quelques cauchemars. Euh, alors, j'étais prévenu que ce genre de choses pouvait arriver. Donc, j'ai pas été surpris, mais c'est paralysant. On se retrouve dans un moment où il y a un flot qui vous submerge et si vous ne savez pas ce qui vous arrive, ben, vous êtes paumé, hein. Et donc, j'ai fait appel c'est une association qui s'appelle EMDR Trauma, où des psychologues interviennent à domicile et viennent vous faire 3 séances de MDR gratuites. Moi, ça a suffi à me comme je dis, moi, à me désamorcer. C'est-à-dire qu'en fait, ça, voilà, ça a coupé, c'était derrière. Je suis redevenu comme avant. J'avais plus les images, plus les réminiscences, voilà, les réviviscences. Ma fille, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, comme ils m'ont expliqué, comme elle n'avait pas été directement confrontée, mais en fait, elle avait eu peur par, pour et au travers de moi, plus que par rapport à l'attentat. En fin de compte, c'était plus ça qui coinçait. Et donc, le MDR n'a pas fonctionné sur elle, mais sur moi, vraiment très bien. Et puis, depuis, je continue à être suivi, voilà, à travailler là-dessus. Et puis maintenant, avec ce travail que je fais d'écriture. Dont on aura d'ailleurs l'occasion de parler plus longuement à la sortie de ton livre. Alors, j'aimerais revenir sur le fait de impacter et de cette reconnaissance, ou plutôt de cette non-reconnaissance de victimes directes que pour moi tu es bel et bien et que les nosographies internationales reconnaissent aussi comme témoin. euh, Comme témoin, tu es effectivement une victime directe, hein. Donc d'avoir vu, c'est effectivement une victime directe peut avoir été sujet, c'est-à-dire avoir provoqué. Quand on a un accident, par exemple, qu'on a provoqué l'accident et qu'il y a des blessés graves, eh bien, c'est clair qu'on peut être traumatisé par quelque chose qu'on a fait. On peut avoir subi, par exemple, effectivement, la dame dont tu viens de parler qui a été blessée pendant les attentats, mais avoir été témoin, c'est-à-dire avoir vu, comme tu l'as vu, des gens tirer et avoir vu des gens Les effets. potentiellement mourir ou morts, hein, d'avoir été dans le chaos, bien tu es effectivement pour moi sans conteste une victime directe. Mais c'est beaucoup plus compliqué visiblement d'être reconnu comme victime directe en France. Oui, complètement. Même là, lors du procès, ma constitution de partie civile a été rejetée 2 fois par le parquet au titre qu'ils ont estimé que j'étais descendu après le départ de la voiture, donc après le départ des terroristes. En vrai, ça me donne des fois le sentiment de me dire, mais en fait, c'est de ma faute, quoi. Si j'avais pas pris les photos, si j'étais pas descendu, eh ben, j'aurais pas vécu tout ça, j'aurais pas fait vivre ça à ma fille. Donc, j'aurais mieux fait de rester tranquille chez moi. C'est impressionnant quand même de devoir se battre pour dire, bah oui, effectivement, le représentant du parquet dit, on ne peut pas nier l'acte héroïque de votre client en réponse à mon avocat, mais il a lui-même déclaré qu'il était descendu après. Or, en plus, on sait
que le après, il est tout relatif, puisqu'il y en a un qui se fait exposer quelques minutes plus tard, euh, que rien ne dit qu'ils n'ont pas laissé quelque chose pour faire un surattentat, rien ne dit qu'ils ne vont pas revenir. Donc effectivement, au moment où je descends, je suis dans l'inconscience de ça. Mais effectivement, d'accord, c'est compliqué. Et c'est vrai que même alors on a cette chance en France d'avoir ce fonds de garantie qui, qui dédommage, enfin je sais pas quel est le terme, enfin qui accompagne les victimes, ne serait-ce que financièrement déjà. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Mais quand vous rentrez pas dans la case et qu'on vous répond par courrier, Monsieur, vous ne pouvez pas être considéré comme victime puisque vous êtes sorti volontairement de chez vous, ça surprend quand même. Donc ça, plus le refus de constitution de partie civile, voilà, tout ça fait qu'on me dit non, non. Et voilà, je suis bien content d'apprendre au moins que dans les textes médicaux, euh, ça n'est pas le cas. Mais voilà, c'est- ça ouvre peut-être encore quelques opportunités. En particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est la prise en charge de ma fille. Euh, les séances de psy hebdomadaires pendant 7 ans, ça finit par coûter un petit peu. Ta fille, qu'est-ce qu'elle présente comme symptômes? Qu'est-ce que tu veux bien nous en dire? Ouais. Donc, elle, alors, c'était surtout dans les premiers temps. Donc, ces hallucinations auditives où elle entendait, elle croyait réentendre des tirs. Ça, c'était le premier de ses traumas. Le deuxième, c'était les odeurs. Tout ce qui était odeur de brûlé, qui lui rappelait l'odeur de poudre, l'odeur des tirs. Donc, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle le syndrome de répétition. Ce sont les réviviscences qui sont effectivement euh, Voilà. des symptômes, on dit pathognomonique, ça veut dire qu'ils sont spécifiques du trauma. Hein. C'est effectivement des réviviscences, des rappels. C'est le trauma qui se rappelle tout le temps à la mémoire du Ouais. patient, soit par des images, soit par des odeurs, soit par des sons. Ouais. Ouais, donc c'était principalement ça. Et en fait, elle s'est déconcentrée. Donc le métier qu'elle faisait à l'époque, elle apprenait le soufflage de verre scientifique. C'est quelque chose que je ne connaissais pas aussi avant qu'elle parte là-dedans. C'est en fait plein de ce qui est refroidisseur, les alambics, tous ces tubes qu'on voit en verre. En fait, c'est fait à la main. Et donc, ils apprennent à faire ça, mais ça exige une très haute précision, une répétitivité, un entraînement pour que l'objet soit parfait à chaque fois. Et elle était plus capable de le faire à ce moment-là. Donc, elle a été obligée d'arrêter cette formation, partir sur autre chose. Et voilà, ça fait que 2 ans qu'elle a trouvé une voie dans laquelle elle se sent vraiment à l'aise maintenant, qui est toujours un peu dans la créativité, mais qui n'a plus rien à voir avec le verre. Euh, mais elle est toujours extrêmement sensible et fragile. Alors c'est vrai qu'il y avait déjà un terrain parce que malheureusement, ma femme a fait un cancer du sein, il a fallu l'opérer, etc. Et derrière, j'ai moi-même fait un cancer du sein aussi. Donc en fait, elle a déjà eu la sensation que ses parents pouvaient mourir, euh, voilà, que beaucoup d'enfants peuvent avoir, mais qu'elle, elle a vraiment vécu. De la Et en plus, fragilité de la vie qui peut basculer. et là, les attentats, la peur pour moi, en fin de compte, ça l'a profondément ancré dans cette peur de la disparition de ses parents. Et, et c'est toujours compliqué. C'est- Et toi alors, on va dire aussi un petit mot de ta reconstruction, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'attentat, puis il y a eu effectivement 3 séances de MDR après la réactivation du trauma avec le gigot. Tu me dis, bah, la vie, elle était plus tout à fait comme avant. Quels ont été les symptômes dont tu as souffert? Donc tu dis, bon, bah, pendant quelques jours, ça a été vraiment une remontée importante. Néanmoins, j'imagine, puisque tu me dis que tu as fait une thérapie et on va parler aussi quelques mots de ton livre dont on reparlera davantage à sa sortie, mais que tu as eu tous besoin aussi de reconstruction.
Oui. Quels ont été les Euh, symptômes et suite à ça, les démarches que tu as fait au niveau thérapeutique, qu'est-ce qui t'a apporté? On sait que le MDR t'a apporté. Quoi d'autre? alors, pour être précis, en fait, je dis que comment la vie n'est plus la même, mais en vrai, c'est pas la vie, c'est moi qui suis plus le même. Euh, j'étais déjà quelqu'un d'assez attentif par le métier que j'apprenais, donc ergonome et conseiller en prévention des risques professionnels. J'étais attentif à tout ce qui était danger, les expositions aux dangers qui sont donc des prises de risques et les conséquences qui peuvent être les dommages. Donc ça, c'était mon métier. Euh, il se trouve que bah, cette expérience m'a rendu encore plus sensible à la perception. Et donc, effectivement, je me suis retrouvé un petit peu comme un extraterrestre à être tellement conscient que le risque zéro n'existe pas, que je n'étais pas compris dans mon métier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'analysais quelque chose et que je disais, oui, ok, ça n'est jamais arrivé, mais le jour où ça arrivera, ce sera grave, eh ben, mes supérieurs, les dirigeants des hôpitaux, les directions des ressources humaines, ne pouvaient pas l'entendre de cette façon-là. Pour eux, quelque chose qui n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. On a vu un exemple particulier il y a quelques années, 2 ans, un virus mondial, ça n'existe pas. Et d'un seul coup, on se retrouve confronté à un risque mortel dont on n'a absolument pas pris conscience et pas pris de disposition. Donc en vrai, moi j'ai fait un cancer du sein, un homme qui fait un cancer du sein, c'est un homme sur 1000. Mais le mari d'une femme qui a fait un cancer du sein, ça n'existe pas, statistiquement quasiment. Et à l'époque, on était le seul couple marié connu en France. Donc j'étais capable d'annoncer, de dire que certains événements rarissimes pouvaient quand même, du fait de la gravité, euh, nécessiter une prévention. Mhm. Et en fait, j'étais pas entendu. Et donc, pendant plusieurs années, ça a été très compliqué pour moi de vivre mon métier de conseiller qui n'était pas écouté. Jusque justement la période du Covid où, en fin de compte, à un moment, bah, je me suis retrouvé confronté à des décideurs qui m'ont demandé de me taire et de ne pas oublier que je faisais partie de la DRH. Là, ça a été trop. Donc, je me suis, en plus de mon syndrome post-traumatique, pris un burn-out. Donc, j'ai pas été bien pendant 1 an et demi, voilà, où j'ai eu bah, les traitements antidépresseurs, anxiolytiques, entretien, euh, entretien psychologique, entretien psychiatrique. Voilà. Et effectivement, la découverte de la littérothérapie, euh, voilà, qui a été développée donc, par Judith Lossman, euh, m'a permis comme je le dis, de graver ailleurs que dans ma tête ces souvenirs traumatiques. Ils étaient dans ma tête et le fait de les sortir pour les mettre sur un vrai support, retravailler dessus, le reformuler, donner des détails, essayer vraiment d'extraire tout le jus, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, et en fin de compte, d'être capable de le mettre dans des chapitres plutôt que là-dedans. Ça m'a vraiment fait avancer. Ce qui fait que maintenant, bah, j'ai plus besoin de traitement. Je continue ce travail parce que je pense qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Mhm. Ça fait partie, je me dis que ça fait partie de ce que j'ai commencé le soir de l'attaque, avec le fait de décider de descendre porter secours aux gens. Ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire, les moyens qu'on n'avait pas. Tout ça, ce sont des éléments, je pense, pour moi, qu'il est important de faire apparaître dans un document. Et c'est vrai qu'écrire un livre, euh, même si, après, on ne sait pas la publication, est-ce que les gens vont s'intéresser ou pas, mais ça a une portée que j'imaginais pas. Parce que moi, je suis plus scientifique que littéraire et j'imaginais pas la force de l'écrit. Oui, C'est- ça permet d'historiciser, je ne sais pas si ce terme existe, son histoire. C'est-à-dire que ça devient un chapitre de ton livre, enfin un chapitre du livre de ta vie.
même si, Oui, bien sûr, comme dans un livre, le chapitre précédent influe sur les chapitres postérieurs. C'est-à-dire qu'un chapitre qui est clos, ce n'est pas un livre qui est clos. Il y a des répercussions, mais ça fait partie maintenant de ta biographie, voilà, de l'histoire de ta vie. Ça reprend une place dans l'histoire de ta vie. C'est plus envahissant de la même façon. non, plus du tout. Et c'est vrai que bah, les gens qui me connaissent, ça a étonné personne dans les gens qui me connaissent vraiment que je puisse ce soir-là descendre et faire quelque chose. Il y a des gens qui me disent comment t'as fait. En fait, j'ai fait parce que je savais que je pouvais faire et que je pouvais pas faire autrement surtout. Et donc c'est vrai que c'est un chapitre qui existe dans le livre. C'est pourquoi je suis descendu. Euh, En fait, qu'est-ce qui m'a pris? La vraie réaction quand il se passe quelque chose comme ça, c'est de rester à l'abri. Et c'est normal. Les gens n'ont pas à culpabiliser de ne pas avoir fait quelque chose sur un événement pareil. Il n'y a que quelques personnes qui en ont les moyens, qui sont en capacité d'y aller. Et il se trouve que ben, moi, je pouvais le faire ce soir-là. Heureusement, j'étais pas tout seul. Il y avait d'autres personnes qui étaient aussi présentes. Mais toutes ces personnes avaient un vécu, une histoire, un parcours qui fait que ce soir-là, ils ont pu être là et faire quelque chose. Et dans les personnes, je veux la citer parce que c'est quelqu'un qui m'a surpris. Euh, c'est une personne qui ne savait pas faire de geste de premier secours et qui s'est retrouvée dans un restaurant qui est juste derrière, qui a servi d'hôpital de campagne, le Petit Bayona. Et, et cette jeune femme, en fait, elle savait pas quoi faire. Noémie, son prénom. Elle ne savait pas quoi faire et en fin de compte, elle s'est mise à répondre au téléphone qui sonnait et à simplement répondre aux personnes qui étaient inquiètes et qui appelaient. Euh, Elle ne pouvait pas donner de nouvelles, mais elle dit, on est là, les secours sont à côté, on est en train de s'occuper d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'elle a participé en faisant ça à rassurer un nombre d'amis, de familles qui vivaient ce qui est reconnu d'ailleurs comme état de victime, qui ont vécu le préjudice d'angoisse. Et je pense qu'en faisant ce geste-là, elle a pu réduire cette angoisse chez certaines personnes. Et je trouve que cette attitude-là, elle n'existe pas. C'est pas du tout quelque chose qui est enseigné ou c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens à qui on donne cette mission de juste rassurer un peu les téléphones qui sonnent dans le vide. Parce que je pense que vous êtes des amis, les parents de quelqu'un qui était au Bataclan, qui était sur les terrasses. Vous savez qu'ils ont été attaqués et le téléphone sonne, 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 et vous n'arrivez pas à avoir quoi que ce soit comme réponse. Ben, les images dans la tête, je pense qu'elles se développent à ce moment-là. Et là, vous avez juste une personne qui vous dit, on est là, ils sont pas tout seuls, les secours sont là. Je peux pas vous dire si oui ou non elle est blessée ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on est avec eux. Tout à fait, c'est très important. Et voilà, ce geste-là, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait aussi être enseigné dans les CUMP, parce qu'il faut que des personnes puissent faire, comme ça l'avait été dit, c'est aussi des mots qui sauvent ça. Euh, voilà. Et je pense que ça fait du bien d'avoir au moins quelqu'un qui décroche le téléphone à l'autre bout quand on a peur pour la vie d'un de ses proches. Tu soulèves quelque chose quand même d'important parce que on dit toujours hein, fuir ou combattre, ou alors quand on a le sentiment qu'on ne peut ni fuir ni combattre, on se fige. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est de porter secours. Ça fait partie en fait des réactions naturelles. Et comme tu le dis, c'est tout aussi naturel de se protéger, de Oui, fuir ou de combattre. Bon, ici, dans ces circonstances-là, évidemment, on ne combat pas, mais je veux dire, ce sont des réaction naturelle, mais on oublie en fait très souvent que le fait de porter secours, c'est notre nature humaine empathique probablement aussi qui fait que et on porte secours sans nécessairement, en- c'est aussi automatique. Hein, ce n'est oui, pas nécessairement réflexif, réfléchi. Il y a d'ailleurs dans une série Netflix sur les attentats, c'est quand revient le calme, on voit une dame qui est dans un restaurant et son petit ami se met à l'abri quand les attentats commencent, quand les gens arrivent, les terroristes arrivent et commencent à tirer. Par contre, le restaurateur la sauve.
hein. Il la prend, il la cache. Et après, on voit son parcours. Donc, elle en veut beaucoup à son compagnon qui regrette beaucoup, qui dit, je ne sais pas pourquoi j'ai Mhm. fait ça. Et puis, elle va interroger le restaurateur, elle le retrouve et elle arrive à le retrouver, à l'interroger et elle lui demande pourquoi vous m'avez sauvé. Et il lui répond pareil, pareil que son compagnon, je ne sais pas. Hein, Mhm. c'est-à-dire que pour moi, ça fait partie des réactions tout aussi automatiques que fuir ou combattre, c'est de porter secours. Oui, oui. Et oui, parce que enfin, c'est ce que je pense effectivement ce que j'ai vécu. J'avais pas le choix. Enfin, je suis secouriste, je suis un soignant et je pouvais pas faire autrement. Et si j'avais fait autrement, je pense que je vivrais très mal. Euh, voilà, c'est vrai que comment, quand tu dis, il y a fuir au combat et combattre, et ou combattre, qui sont deux réactions. Effectivement, la réaction de porter secours, à mon avis, elle est presque du combat. Euh, Parce que, surtout dans un attentat, euh, en fait, on vient d'être attaqué et des gens ont voulu nous détruire. Et l'acte de porter secours pour s'opposer à cet acte-là, à mon sens, il a une vraie portée. Et c'est pour ça que je vis si mal, parce qu'en vrai, quand on porte secours à quelqu'un, on n'attend pas un retour. C'est pas pour ça qu'on le fait. Mais le fait de ne pas être reconnu dans cet acte-là, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui manque. Alors c'est vrai que j'ai un manque du père et un besoin de reconnaissance, c'est clair, je le sais, j'en suis conscient, mais je trouve qu'on ne peut pas demander aux gens de se former au premier secours si le jour où ils interviennent face à un attentat, on leur dit pas merci, bravo. Enfin, je sais pas. Mhm. Et même si effectivement j'ai fini par obtenir une décoration, euh, il a fallu aussi presque que je la demande. Tu sais, j'avais l'image, vous devez avoir ça aussi, les fous du volant avec Satanas et Diabolo. Voilà, avec Diabolo, médaille, 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 voilà, il réclame toujours sa médaille parce qu'il fait quelque chose de bien. Donc, enfin, quelque part, euh, c'est pas normal. Voilà, enfin, moi, c'est mon sentiment. Après, il y a des gens qui m'ont reproché de réclamer, de dire, mais voilà, c'est normal, c'est bien ce que vous avez fait, mais voilà, arrêtez. Je sais pas. Je trouve que oui, c'est peut-être normal, mais je sais pas, euh, aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays, des pays anglo-saxons en particulier, je suis pas sûr qu'on serait passé autant inaperçu, même si je suis passé un peu à la télé ou si je me trouve dans le reportage Netflix aussi, mais voilà, je trouve que c'est cette non-existence de, de ce que les aidants de première ligne ont fait ce soir-là, ou ont fait même à Nice, hein, enfin, je veux dire, euh, quand on voit c'est Monsieur Terrier, donc le fameux homo scooter qui a tenté d'arrêter le camion à Nice, bah, il a quand même à un moment pas été bien du tout. Euh, Oui, là, tu soulèves quelque chose d'important, hein. C'est ça aussi que je disais tout à l'heure, c'est quand on disait, ouais, voilà, les gens qui sont intervenus, qui ont été actifs sont moins traumatisés. Ce n'est pas ce que je crois, mais en plus, on a des signes très, très évidents, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées ou qui ont fait des oui, tentatives de suicide, qui n'étaient donc pas des victimes au sens que juridique. le juridique français, c'est-à-dire ils n'ont pas été visés puisqu'ils sont intervenus juste après. Enfin, voilà, comme Oui, toi. Et dans ces personnes-là, il y a des personnes qui ont attenté à leur jour, qui prouvent oui. effectivement à quel Ah ouais, point le ouais. traumatisme peut être puissant. Mm, tout à fait. Ouais, ouais. Rappelle-nous aussi le titre de la série Netflix dans laquelle tu interviens. Oui, c'est donc bah, c'est en fait c'est une série de trois films qui ont été réalisés par les frères Jules et Gédéon Naudet, qui portent le nom de la devise de Paris, Fluctuat nec mergitur ou mergitur. Trois films qui sont vraiment extrêmement bien réalisés. Il y a pas de, c'est pas morbide, c'est même parfois drôle. Ce sont des témoignages et ça retrace.
les 8 lieux qui ont été attaqués ce soir-là. Parce que c'est vrai qu'on oublie Saint-Denis, on oublie certains restaurants. Voilà, il y a quand même eu des attaques sur 8 sites ce soir-là et c'est pas non plus anodin. Euh, c'est pour ça que que les secours ne sont pas arrivés rapidement partout aussi. Euh, Comme je le disais, nous on est resté entre le moment au moment où je prends les photos et le moment où on me voit apparaître torse nu face à des pompiers filmés dans un 66 minutes. Il s'est passé 27 minutes. Et pendant ces 27 minutes, on est resté, nous, seuls sur la terrasse, avec les blessés, avec des gens qui sont morts autour de nous, pour lesquels on n'a rien pu faire. Et je pense que d'avoir vécu ça, voilà, c'est pas anodin. Et donc, effectivement, pour le moment, je ne peux encore pas passer à autre chose. Je voulais aussi dire un petit mot de l'association, enfin du collectif que tu as créé, puisque tu es le président du collectif Citoyen du 13 novembre, citoyen du 13 novembre. oui, Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce collectif? Et je voudrais aussi dire, enfin, que tu dises un petit mot des associations, puisque tu as dit à quel point ça pouvait être tout à aidant. fait. Donc, parle-nous un petit peu de ce qui fait que tu Voilà. as créé ce collectif et de ce que les associations t'ont apporté. Oui. Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. C'est pas moi qui ai créé le collectif. En fait, on l'a fondé. C'est vraiment un travail collectif. Quelques jours après les attaques, en fait, on s'est retrouvé chez un des commerçants du quartier avec plusieurs des personnes qui sont sur la terrasse qui avons essayé de porter secours. Et voilà, euh, on s'est dit qu'on ne pouvait pas. Déjà, si on avait pu être là ce soir-là, c'est qu'il y avait certaines raisons. Donc déjà les comprendre, comprendre ce qu'on avait fait, comment on l'avait fait. Parmi nous, il y avait une jeune femme qui travaille pour la télé, qui était formée à ce qu'on appelle le sauvetage tactique. Donc l'acronyme c'est TECC, Tactical Emergency Casualty Care. Donc le sauvetage tactique, c'est un dérivé civil de ce qu'apprennent les militaires pour se sauver eux-mêmes et sauver le collègue au combat. Elle avait donc été formée à ses blessures et elle avait chez elle une trousse avec du matériel spécifique qu'elle est remontée chercher et avec laquelle elle a été terriblement efficace parce qu'elle avait des garrots tourniquets, des bandages compressifs. Elle avait vraiment le matériel, la technique, le savoir-faire. Et donc, c'est à partir de ce retour d'expérience et de ce qu'on a entendu les uns des autres qu'on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas se servir de ce qu'on a vécu ce soir-là pour en faire quelque chose. Et donc l'idée, ça a été de faire un collectif, puisque la démarche était collective. Faire une association ne nous intéressait pas. Et on a commencé à faire ce qu'on a appelé un retour d'expérience avec euh, qu'est-ce qui nous avait manqué, qu'est-ce qu'il faudrait. Entre autres, la chose pour laquelle je me bats depuis longtemps, depuis 6 ans, 7 ans maintenant, c'est la mise à disposition de matériel de contrôle hémorragique dans les lieux recevant du public. Qui est comme il y a des défibrillateurs, comme il y a des extincteurs, au cas où il se passe quelque chose, qu'on ait du matériel. Moi, je sais qu'en tant que secouriste, je me suis débrouillé avec ma ceinture, mes vêtements. J'aurais eu une trousse avec un garrot tourniquet, du bandage compressif, des couvertures de survie. J'aurais pu traiter encore plus de personnes. Voilà, et peut-être permettre à d'autres personnes de rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas nous qui sauvons les vies. Nous, on essaye d'empêcher les gens de mourir. Et c'est seulement après que tout le système de soins se va se mettre en route, les secours, les hôpitaux, qui, eux, vont sauver les vies. Nous, on se contente d'essayer d'empêcher les gens de mourir, d'arrêter les hémorragies, de permettre aux gens de respirer. Voilà. Et c'est tout. Et on fait ça avec ce dont on dispose. Bah, si on est à main nue, on sera moins efficace que si on a du matériel. Et donc, ça a été une des bases du collectif, avec la volonté d'essayer d'être reconnu pour ce qu'on avait fait, et maintenant d'essayer voilà, de prôner les formations premiers secours, de rendre, ne serait-ce que le fait de payer la formation, on paye quand même 70 euros pour une formation premier secours, bah, de rendre cet acte citoyen déductible des impôts. Ne serait-ce que ça, c'est-à-dire c'est pas à la portée de tout le monde de payer 70 euros.
Donc voilà, ça fait partie de cette démarche. Alors malheureusement, je ne suis plus maintenant que le cofondateur président du collectif citoyen, parce que bah, les autres ont repris leur vie et moi, je ne peux pas arrêter. Voilà. Et comme en plus maintenant je fais partie du conseil d'administration d'une des deux grosses associations de victimes, Life for Paris, donc des victimes du 13 novembre, euh, je collabore avec l'AFVT, Association française des victimes du terrorisme, et comme beaucoup de victimes de ces attentats, on fait des témoignages dans des collèges. On va amener, alors moi pour ma partie, l'intérêt de l'acte citoyen et du côté tellement puissant de l'altruisme, d'aller, de trouver sa place dans la société en aidant l'autre. Et dans des moments où on a beaucoup de gamins qui sont un peu paumés, qui ne trouvent pas leur place, là, je suis assez surpris de l'impact positif ce coup-ci que ce témoignage peut avoir. C'est quand vous avez à la fin des gamins, même dans des endroits assez durs, qui viennent à la fin de votre témoignage venir vous demander, Monsieur, où est-ce qu'on peut se former? Bah là, je sais que j'ai fait bouger quelque chose. Donc c'est pour ça que maintenant, je suis devenu formateur en premier secours, que j'essaie d'avancer aussi sur ce sujet-là et que bah, je vais travailler avec d'autres associations que je découvre au fur et à mesure. Euh, Par exemple, pour créer des unités de secouristes au sein des collèges et des établissements scolaires. Euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai. Voilà. Le secourisme citoyen, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui va continuer à me faire avancer pendant des années. Ça. Et tu nous dis un petit mot des associations et de Oui, ce qu'elles t'ont apporté? ouais, tout à fait. C'est quelque chose. Alors en particulier Life for Paris, parce que c'est vrai que c'est l'association dont je suis le plus proche. Euh, En fait, à l'époque, Caroline Langlade, donc, qui était sa vice-présidente, a vu nos posts sur les réseaux. Et en fait, comme elle habitait le quartier, on s'est retrouvés assez rapidement. Et elle m'a permis d'apparaître auprès des autorités, auprès de Juliette Méadel à l'époque. Elle n'était pas ministre, le terme m'échappe au moment où je veux le dire. Ça, ça fait partie de temps en temps des trucs qui me restent, ça. Euh, Elle était secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes. Et donc, cette rencontre et le Life for Paris m'a permis de l'approcher et de commencer à pouvoir faire apparaître l'action des citoyens. À tel point que Juliette Méadel avait fait une demande à l'époque d'une enquête sur les formations des Français, sur les premiers secours. Euh, et puis voilà, donc au départ, ça a été ça. Et ensuite, quand cette association, quand le premier conseil d'administration a décidé d'arrêter parce qu'ils étaient épuisés, c'était quand même des victimes aussi à la base, euh, donc des victimes qui aidaient d'autres victimes. C'était, je pense, salvateur, mais ça y est, ça recommence, j'en veux pas. Voilà. Ce coup-ci, j'ai touché juste l'image, c'est bon. En fait, c'était salvateur pour eux, et à tel point que le nouveau conseil d'administration m'a demandé d'intégrer euh, l'association au sein du CA pour que je sois le représentant et des aidants de première ligne et aussi des terrasses. Parce que malheureusement, pour les médias, les attentats du 13 novembre sont souvent résumés en attentats du Bataclan. Et on oublie les terrasses, on oublie le stade de France, tous ces lieux qui ont été touchés pour résumer à Bataclan. Bah non. Et le fait on était deux représentants des terrasses sur les membres du conseil d'administration. Et le fait de pouvoir rencontrer les autres victimes, ça a été quelque chose d'assez intense. C'est là où je me suis rendu compte que pour eux, d'un côté, rencontrer des gens qui étaient venus à leur aide ou qui étaient venus en aide à leurs proches, même si on n'avait rien pu faire pour eux, le simple fait de savoir qu'on avait été là à côté d'eux, qu'ils n'étaient pas seuls et qu'il y avait des êtres humains à côté d'eux à ce moment-là, déjà rien que ça leur apportait quelque chose. Et puis je me suis rendu compte que bah on était des pareils quelque part et on pouvait se parler.
et, et on pouvait se parler sans se faire de mal. Et c'était important de pouvoir ne plus avoir de retenue, euh, en étant tranquille, de savoir que de l'autre côté, on faisait pas de mal. Ça, moi, à mon sens, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve dans les associations, qu'on va pas forcément retrouver dans d'autres endroits. Euh, voilà. Même si les psychologues sont formés à la victimologie, euh, je pense pas qu'on puisse dire les choses de la même façon. Voilà. Je crois qu'il y a une différence et il y a une vraie complémentarité. Et malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se débrouiller tout seuls et qui n'avancent pas forcément très bien. C'est le cas malheureusement aussi de la jeune femme que j'ai aidée. Mais c'est en train de bouger. Parfois, ça prend du temps. Oui, oui, parce que c'est vrai que penser aussi que aller dans les associations où on va être obligé de parler, de redire les choses, non, ça se fait naturellement. C'est pas, il n'y a pas d'obligation. C'est le fait de se sentir entouré de pareils que nous qui fait que ça sort, ça vient tout seul et qu'il n'y a pas, on ne s'arrache pas quelque chose par obligation. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard, que ce soit pour faire une thérapie ou pour rejoindre une association, même des années après, quand on est prêt, eh bien, on peut trouver l'aide dont on a besoin. Tout à fait. Oui, oui, vraiment, c'est jamais trop tard. Bien, merci Jean-Luc. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cet entretien? Eh ben, déjà, je suis très heureux d'avoir participé à cet entretien, au fait que tu me permettes d'évoquer tout ça, d'évoquer le travail que le collectif a mis en place. Voilà, j'espère pouvoir sortir ce livre impacté d'ici la fin de l'année et on aura l'occasion euh, d'en reparler à ce moment-là parce que voilà, il a pour moi une importance énorme et je pense que des gens pourront découvrir beaucoup de choses. En effet, on se retrouvera à ce moment-là et on parlera davantage justement de ce parcours thérapeutique, hein, Oui, de ce qu'est cette thérapie particulière que tu as oui, faite, hein, de la dame qui a initié cette thérapie et de ton parcours par rapport à ça et du fruit de oui, cette thérapie qui est donc ton oui, bouquin à sortir bientôt. oui. Merci beaucoup. Merci, Un Evelyne. grand merci.